Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce 22h. Voici les titres que nous allons développer ensemble ce soir. L'actualité ce soir, c'est la polémique qui gonfle autour de l'écotaxe et des conditions du contrat avec Ecomove. Les bonnets rouges menacent de nouvelles actions si l'écotaxe n'est pas définitivement supprimée. Ils ont fixé un ultimatum au gouvernement à demain midi. Après 11 ans de séparation, c'était le jour J, aujourd'hui, des retrouvailles entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou, unis autour d'une nouvelle alliance politique. Le député européen du Modem, Robert Rochefort, est notre invité politique. Et puis, le débat du mardi soir consacré à la pénalisation des clients de prostituées souhaitée par le gouvernement. La polémique a été relancée la semaine dernière par la publication d'un manifeste des 343 salauds qui refusent cette pénalisation avec ce slogan « Touche pas à ma pute ». Mais tout d'abord, pour commencer cette édition, ce rejet unanime et rarissime d'un projet de loi au Sénat. Il y a eu ce soir 346 voix contre le projet de loi du gouvernement sur les retraites, y compris les voix des socialistes. Il faut dire que le texte avait été tellement détricoté par les sénateurs qu'il ne satisfaisait plus aucun parlementaire. Écoutez la réaction de la ministre Marisol Touraine à sa sortie ce soir de l'hémicycle. Ce texte ne garantissait plus le financement dans la durée de nos régimes de retraite. Il ne permettait pas d'inscrire le pilotage nécessaire de nos régimes de retraite et il n'apportait pas de réponse en termes de justice. C'est un texte qui ne ressemblait plus à rien et qui ne pouvait donc pas être adopté par les socialistes. Et donc je me réjouis de cette situation qui est un peu absurde et que je regrette pour ma part, car j'aurais souhaité des débats sans doute plus constructifs. Mais de ce point de vue-là, le travail va se poursuivre avec l'Assemblée nationale. C'était donc la réaction de Marisol Touraine, la ministre, à la sortie de l'hémicycle du Sénat ce soir. Donc le Sénat qui rejette à l'unanimité ce projet de loi sur les retraites. Tam Tranui, bonsoir. Vous avez suivi pour Public Sénat toute cette discussion ici à la Haute Assemblée. On s'attendait à un rejet de ce projet de loi sur les retraites, mais pas à une unanimité. Et oui, 346 voix contre, vous l'avez dit, donc 0 pour. Ici, les huissiers, la mémoire du Sénat ne se rappelle pas qu'une telle situation soit jamais arrivée. Et les sénateurs, tout à l'heure, en sortant de l'hémicycle, n'avait qu'un seul mot à la bouche, ce mot, eh bien c'était historique, une situation historique, mais un vote finalement pas vraiment inattendu, puisqu'en début d'après-midi déjà, eh bien la rapporteure socialiste Christiane de Montes nous confiait que les socialistes voteraient contre. Alors je l'ai rappelé tout à l'heure, effectivement le texte avait été totalement détricoté par les sénateurs, et donc l'adopter pour tous les groupes politiques, ça devenait totalement impossible. Oui, effectivement, le Sénat a supprimé 2 dispositions essentielles du texte. Alors d'abord, l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans pour une retraite à taux plein et le compte personnel de prévention de la pénibilité. En plus de ça, le Sénat a modifié l'article 1er qui prévoit désormais dans la version du Sénat qu'une réforme systémique est prévue pour le premier trimestre 2017. Donc sur le fond, impossible effectivement d'adopter ce texte, mais ce texte incohérent, absurde, disait la ministre, c'est aussi pour certains sénateurs les résultats d'une méthode, la méthode du gouvernement. Merci beaucoup Tam pour cette analyse ce soir. Je crois qu'on écoute un sonore de 2 sénateurs. Oui. Je crois que ce texte est peut-être symbolique d'une méthode largement maintenant répétée et qui arrive toujours à la même conclusion, à savoir que vous arrivez à faire volontiers l'unanimité aujourd'hui contre vous, Madame la Ministre. La meilleure coopération qu'on puisse faire ensemble, chers amis, chers partenaires, elle doit être pensée ensemble. Faut pas croire que ça va nous être imposé et nous, par rapport à des valeurs fondamentales, on va dire non, on accepte. Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est normal, il y a une critique de la droite, mais à gauche aussi, chez les écologistes, on reproche un manque de concertation entre les partenaires, et donc il y a une véritable incompréhension entre le Sénat et le gouvernement qui ne cesse d'être chahuté. Rappelez-vous, le texte sur le non-cumul, il y a quelques semaines, c'était déjà un peu le même type de situation. Problème dans tout ça, eh bien, c'est que le Sénat n'a plus son mot à dire, puisque, eh bien, c'est finalement l'Assemblée nationale seule qui écrit la loi, l'Assemblée qui, je le rappelle, a le dernier mot. Et certains sénateurs ici ce soir sont un peu désabusés. Merci beaucoup Tam pour cette analyse. La polémique se poursuit autour de la société Ecomove chargée de recouvrer en France l'écotaxe. L'État est lié par un partenariat public-privé signé en 2011 par le gouvernement Fillon. Partenariat que l'État ne peut abandonner sous peine de devoir verser 800 millions d'euros à Ecomove. Les explications de Julien Cholin.
Depuis une semaine, le partenariat public-privé conclu entre l'État et la société Ecomove interroge. Pourquoi ce contrat alimente-t-il les soupçons? Première raison, son coût. Selon les prévisions, l'ensemble des recettes liées à l'écotaxe atteindrait 1,2 milliard d'euros par an. La société Ecomove prélèverait, elle, jusqu'à 240 millions d'euros à titre de facturation. Cela représente 20% des sommes perçues, un taux de recouvrement jugé hors norme. Ce qui n'aurait pourtant pas empêché Ecomove d'être sélectionné par l'État malgré un manque d'expérience dans le domaine. Le contrat serait aussi jugé trop protecteur vis-à-vis de la société. En cas d'annulation de l'écotaxe, l'État lui reverserait 800 millions d'euros d'indemnité. Aujourd'hui, certains évoquent des soupçons de corruption, auquel cas, qui serait responsable? Et justement, pour y voir plus clair, les sénateurs demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur Ecomove, commission d'enquête qui a toutes les chances de voir le jour demain. Et face à cette contre-attaque de la majorité, l'opposition de droite a affiché aujourd'hui ses divisions sur ce dossier, hésitant entre la défense d'une décision prise par le gouvernement Fillon et la peur d'être associé au matraquage fiscal. Julie Hulin. Une nouvelle borne écotaxe détruite, une facture qui s'alourdit pour l'État et une polémique qui n'en finit plus d'enfler. En cause, le partenariat public-privé signé en 2011 par le gouvernement Fillon. Les écologistes dénoncent un scandale d'État. Le Parti socialiste réclame des comptes à l'ancienne majorité. On peut s'étonner du fait qu'on ait délégué la collecte d'une taxe qui est une taxe nationale à un fournisseur qui est un fournisseur d'origine étrangère. Amateurisme, cafouillage, voilà ce qu'a été la gestion de ce dossier. Réaction immédiate de l'ancien ministre des Transports. Pour percevoir cette taxe, nous avons mis en place un partenariat public-privé parce qu'il n'était pas question d'embaucher un millier de fonctionnaires pour faire un travail très complexe. Et pourtant, même à droite, certains responsables émettent des doutes, à commencer par le président de l'UMP. Ce qui est surtout critiquable, c'est le montage. Ça, je suis d'accord avec vous que de tels coûts de gestion, c'est aberrant. Une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière, vous la soutiendriez? Non, je ne sais pas, ça c'est vraiment, peu importe la formule retenue, ce qui compte c'est qu'effectivement on comprenne comment, du point de vue administratif, on est arrivé à un tel coût de gestion. Des critiques qui visent directement l'ancien exécutif dirigé par François Fillon, dont sa ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai pas lancé cet appel d'offres, c'est pas moi qui l'ai lancé. J'ai pas signé ce contrat, c'est pas moi qui l'ai signé. Mais à l'heure finalement où plus personne ne revendique cette idée que tout le monde voulait défendre quand on l'a lancé, l'écotaxe, moi j'ai envie de la défendre. Une polémique qui remet le conflit copéiste-filloniste sur le devant de la scène, pendant que la majorité promet de faire la transparence sur les conditions du contrat. Et sur ce dossier, l'analyse ce soir de notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Perrine. Alors ce contrat qui finalement au départ satisfaisait tout le monde, le gouvernement de François Fillon, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault au départ, tout d'un coup ne va plus à personne. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est un écran de fumée pour habiller finalement le recul du gouvernement ou est-ce que c'est l'occasion à droite de régler certains comptes politiques? Alors la question est évidemment tout à fait intéressante parce que depuis la mi-juillet 2011, on connaît le contrat. Il est sur Internet, j'ai vérifié cet après-midi, tout est dessus. Vous avez le fait que la collecte de cet impôt coûtera 20%, les fameux 20%, les pénalités, tout est absolument connu depuis la mi-juillet 2011. Et personne n'a rien dit. Et personne n'a rien dit. Et le gouvernement actuel a déjà reporté par 2 fois l'application de l'écotaxe. Il aurait pu donc à chaque fois dire, oui, il y a un problème avec le contrat. Alors pour quelles raisons? Je crois qu'il y en a 2. Une d'abord technique et une politique. Technique, il s'agit d'un contrat public-privé. L'État n'a pas les moyens d'avancer l'argent, non seulement pour faire les investissements, mais également pour gérer cet impôt, et il confie cela à une société privée qui est spécialisée. Et nous sommes sur un contrat qui doit faire à peu près plusieurs milliers de pages. Donc quelque chose d'extrêmement technique, extrêmement difficile, et il n'est pas sûr que la haute administration française ait la compétence, je dirais pas technique, mais à la limite commerciale, pour pouvoir décortiquer dans le détail ce problème technique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, et puis ça arrive souvent, il faut le signaler quand même. Vous avez par exemple l'histoire des subprimes et des collectivités locales. Oui, c'est quelque chose de courant. Alors, vous avez un deuxième exemple qui est le fameux aéroport de Nantes, qui va aussi fonctionner sur le partenariat public-privé. Et l'un des arguments des gens qui s'opposent à cet aéroport indépendamment des questions écologiques, c'est cet aspect technique du partenariat public-privé en disant mais c'est beaucoup trop cher. Et puis vous avez les collectivités locales avec les fameux crédits subprime, les gens n'étaient pas d'une compétence suffisante pour comprendre la complexité de cette affaire. Et puis il y a un aspect politique, parce qu'en fin de compte, cette écotaxe,
c'était un accord de partenariat, on pourrait dire quelque part, entre les écologistes et M. Sarkozy, et aujourd'hui entre M. Hollande et les écologistes. Et donc il était un peu difficile pour l'un comme pour l'autre d'annuler cette écotaxe, puisque l'un des piliers de l'argumentation économique des écologiques, c'est la fiscalité écologique. C'est un thème sur lequel ils reviennent. Et donc alors maintenant, la politique a changé parce que tout le monde est contre. Moscovici veut remettre en cause le contrat. Est-ce que c'est possible? On a pu entendre ce soir le ministre des Transports italien qui s'étonne. Ils défendent leur société Ecomove, un des leaders mondiaux, selon eux, du télépéage autoroutier. Alors justement, ça va être très compliqué. Que ce soit, par exemple, l'accord avec M. Tapie, remettre en cause des contrats de ce type, c'est extrêmement compliqué, notamment d'ailleurs de la complexité même du dossier. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On regarde ce qui se passe ailleurs. En Allemagne, par exemple, il y a une écotaxe et on s'aperçoit que la collecte de cet impôt revient à 13%. Nous, c'est 20%. En Suisse, par exemple, c'est 22 centimes par camion. Nous, c'est 27 centimes par camion. On n'est pas tellement loin en réalité. Donc s'il faut plonger là-dedans, ça risque de risquer très 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 longtemps. Bon, on va encore parler de ce dossier ensemble. Merci beaucoup Jean-Louis d'être venu sur notre plateau ce soir. L'actualité politique du jour, eh bien c'est ces bans qui ont été publiés aujourd'hui. Jean-Louis Borloo et François Bayrou qui ont scellé cet après-midi leur alliance. L'alternative, c'est le nom très exact de cette union qui se veut le plan B de la politique selon les termes de Jean-Louis Borloo. Nathalie Guilloire a assisté cet après-midi au mariage. L'image est assez rare pour qu'elle soit immortalisée. François Bayrou et Jean-Louis Borloo s'unissent aujourd'hui après 11 ans de séparation. Une raison, la situation de la France. Nous avons décidé de nous rassembler, de rassembler toutes nos forces face à la situation de désarroi et de désespérance de notre pays. Une alliance de circonstances donc? Pas forcément. Moi, j'en suis sûr très heureux de ce qui se passe. Pour des raisons politiques, bien sûr, mais pour des raisons humaines aussi. Mais très vite, la question du chef pour les prochaines élections présidentielles se pose. C'est qui le chef? C'est eux les chefs, et nous sommes très obéissants. Sur le ton de l'humour, on oublie les rivalités, les scissions. L'heure est au rassemblement affiché derrière la même bannière, l'alternative. Certains centristes n'osaient même plus y penser. Depuis 10 ans, je rêve de rassembler les centristes. Eh bien, je crois que nous y arrivons. Et je m'en réjouis. C'est lorsque les hommes travaillent ensemble que naît le pouvoir. Le rapprochement entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou, j'y crois. J'espère qu'il va durer, je n'en doute même pas. Mariage pluvieux, mariage heureux, c'est ce qu'on chuchote dans les rangs centristes. La solidité de ce couple se mesurera aux prochaines élections, municipales, européennes, mais surtout aux présidentielles de 2007. Le plus dur commence. Et notre invité politique ce soir, c'est Robert Rochefort. Bonsoir, merci d'être avec nous, député européen du MoDem. Est-ce que pour vous, c'est un jour de fête ou c'est un mariage de raison? Non, c'est un jour de fête. Les deux ne sont pas contradictoires. C'est un mariage de raison parce que si on était restés séparés, on aurait pesé évidemment beaucoup moins et on veut peser parce que la situation du pays fait que nous considérons effectivement que nous avons une alternative à proposer tant vis-à-vis de l'alternance classique UMP-PS que vis-à-vis de la montée du Front National. Mais c'est un jour de joie parce que effectivement nous avons travaillé pour ce rapprochement et nous sommes très heureux d'avoir pu le conclure. Est-ce que François Bayrou avait encore le choix? Il est très isolé aujourd'hui, plus tellement soutenu également par l'opinion publique. 56% des Français ont une mauvaise opinion de lui. Alors est-ce qu'il avait encore le choix? Non, c'est pas exact. 56%. En gros, les Français aujourd'hui... non. Si vous regardez ce sondage attentivement, vous verrez qu'il arrive en tête, d'ailleurs comme Jean-Louis Borloo, sur les qualités que l'on prête à ces deux leaders. En revanche, les Français aujourd'hui sont encore sceptiques sur la capacité qu'il a effectivement à devenir président de la République, parce que le sondage a été fait dans cette optique. Enfin, en tout état de cause, tant Jean-Louis Borloo que François Bayrou étaient tous les deux dans des situations où, en restant séparés, ils amoindrissaient leur capacité à être écoutés par les Français. Et vous savez, quand vous regardez en gros, tant l'UDI que le MoDem, où Jean-Louis Borloo et François Bayrou
c'est à peu près kiff-kiff. C'est à peu près la même chose. Et en nous réunissant, eh bien, je crois qu'on est effectivement capable de faire une force politique nouvelle qui entraînera plus. Parce que nous ne voulons pas en rester au centre. Nous voulons que ce centre soit un point de départ pour rassembler beaucoup de gens qui, par exemple, à droite, ne veulent pas... Pour rassembler à droite et à gauche? À droite et à gauche. Parce que justement, on se pose la question du positionnement politique de cette nouvelle alliance. Eh bien, il y a une charte qui a été signée aujourd'hui par les deux leaders qui dit qu'effectivement, il y a d'abord les républicains de droite qui ont vocation naturelle à rejoindre cette alliance, mais il y a aussi tous les déçus du hollandisme, tous les 5 millions de Français qui ont voté pour François Hollande et qui ne se retrouvent plus qui ne se retrouvent pas d'ailleurs, dans l'absence de politique claire du gouvernement socialiste. Et ceux-là, je peux vous garantir qu'ils sont loin d'être tous socialistes, mais ils ont une sensibilité peut-être de gauche ou centre-gauche. Et nous espérons aussi pouvoir leur faire une proposition politique qui leur correspond. Mais est-ce qu'on sort du positionnement ni gauche ni droite, qui était un peu le marqueur de François Bayrou ces derniers temps? En tout cas, on ne le dit plus comme ça, effectivement. Ah, on dit comment alors? Non, on dit un centre qui se construit, un centre droit et un centre indépendant qui se rassemblent. C'est donc un centre plutôt un centre large. droit, c'est-à-dire un centre qui ne pourrait pas participer à un gouvernement de gauche, par exemple? L'UDI est de centre droit. Il a toujours revendiqué comme tel. Le MoDem était plutôt de centre gauche. Nous sommes plutôt de centre indépendant. Nous nous réunissons, mais nous gardons nos spécificités et nous voulons être plus forts. C'est un petit peu comme quand une femme et un homme se marient, ça ne veut pas dire que l'homme devient une femme ou que la femme devient un homme. Nous gardons chacun notre spécificité, mais nous sommes forts à deux. Mais est-ce que vous seriez, vous, par exemple, prêt à participer à un gouvernement de droite mené, j'en sais rien, par Jean-François Copé? Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. On est en train de préparer les municipales. Nous sommes tombés d'accord dans 90% des villes. Les européennes, nous aurons des listes uniques. Il y aura ensuite les régionales, où j'espère qu'effectivement, nous aurons aussi une proposition politique unique. Et puis ensuite viendra le temps des présidentielles où, comme vous l'avez probablement vu dans notre texte, nous indiquons qu'il y aura un candidat de notre famille politique à cette présidentielle. Et nous espérons que c'est cette force politique-là qui gagnera la présidentielle. Vous dites 80% pour la question des municipales, des désaccords qui sont à peu près OK. Il reste 20%, notamment certaines alliances à gauche. Plutôt 90%, et c'est pour les très grandes villes. Oui, non, là-dessus c'est très très clair. Parce qu'il y avait des élus MoDem aux municipales qui participaient à des municipalités à majorité de gauche. Qu'en est-il avec ce nouvel accord? Eh bien, tout ça va être regardé attentivement au cas par le cas. Et nous avons pris, nous, en tout cas, un engagement au MoDem, c'est lorsque nous ne sommes pas sortants, eh bien, nous n'irons pas à la conquête de nouvelles mairies en étant alliés avec les socialistes, tout simplement parce qu'il y a besoin de clarté et que les socialistes aujourd'hui sont au gouvernement et que la politique qu'ils mènent ne nous paraît pas être la politique qu'il faut pour le pays, que nous sommes dans l'opposition à cette politique et donc il serait difficile d'aller à la conquête de villes en étant alliés avec des socialistes. En revanche là où nous avons fait... Alors, là où nous avons fait un travail... À la ville de Dijon, la ville de François Rebsamen, il a des élus MoDem dans sa majorité. Eh bien, nous sommes actuellement sur l'idée que ces personnes qui ont fait un travail dans une mairie qui fait un travail puissent continuer à le faire, mais sans forcément engager la signature politique. C'est-à-dire qu'ils le feront comme, je dirais, comme personnalité locale, mais ils ne le feront pas avec l'engagement et le sigle du mouvement politique, le MoDem, ou maintenant l'alternative UDI-MoDem. Est-ce qu'il faut un congrès pour valider avec tous les cadres des partis et des élus cette alliance, cette nouvelle alternative? Parce que certains élus grincent un peu des dents, traînent un peu des pieds, notamment l'UDI. Chacune des formations politiques décidera de la façon de ratifier cela. Le MoDem aura effectivement un congrès, vraisemblablement en janvier prochain, et avant cela d'ailleurs un conseil national, et tout ceci sera ratifié, mais je n'ai pas beaucoup de doutes, parce que d'abord nous en parlons ensemble depuis de plusieurs mois, et puis vous savez, quand vous regardez, y compris d'ailleurs, je parle de la base du MoDem, mais y compris dans la base de l'UDI, il y avait un tel désir de retrouver, comment dire, une énergie, de retrouver une unité, parce que, vous savez, sur le fond, nous pensons à peu près la même chose, sur l'Europe, sur la décentralisation, sur la priorité donnée aux PME, nous pensons la même chose. Donc les divergences de type tactique, eh bien, il y a un moment donné où, quand la situation du pays est aussi grave que ce qu'elle est aujourd'hui, il faut savoir s'en séparer et aller de l'avant, et c'est ce qu'on fait. Alors ce mariage entre Borloo et Bayrou a été largement commenté par les réseaux sociaux aujourd'hui. On va voir tout ça tout de suite avec Caroline Deschamps. C'est la chronique Net d'Info. Bonsoir.
Bonsoir Caroline. Alors est-ce que ce mariage Bayrou-Borloo a largement inspiré aujourd'hui les internautes? Oui, l'union a été largement suivie sur les réseaux où la métaphore du mariage, Perrine, a également été reprise. Il faut dire que c'est sur Twitter que François Bayrou et Jean-Louis Borloo avaient publié les bans dimanche. Alors d'aucuns ont noté la foule des photographes, d'autres les témoins du MoDem et de l'UDI. Et quand François Bayrou a rendu hommage à Marielle de Sarnez en déclarant qu'elle avait été la première à défendre l'alternative il y a 3 mois, certains ont vu en elle la marieuse du couple. Les centristes présents ont également live-tweeté la cérémonie en direct, peut-être vous aussi. Des gazouillis sous forme d'applaudissements. Le vice-président de l'UDI, Yves Jégo, écrit, je cite, « Deux présidentiables qui scellent une union alors que rien ne les y oblige, c'est inédit ». Dans la salle de la Maison de la Chimie comme sur les réseaux, les journalistes, et comme vous, Perrine, s'interrogent sur le positionnement du mouvement L'Alternative. Ainsi, Thomas Wider du Monde note, je cite, que le défi de Bayrou et Borloo en ce jour d'alliance est de démentir l'adage de Mitterrand, le centre, variété molle de la droite. Centre droit avec ou pas le centre gauche. Pour Chantal Joanneau, François Bayrou n'est pas désorienté. Sa réponse, je cite, est très claire. Dans l'opposition, nous y sommes, j'y suis. Un avis, on s'en doutait, que ne partage pas François Sauvadet, le député de l'UDI, qui se dit, je cite, pas convaincu par la réponse de Bayrou sur le positionnement de l'alternative. Pour moi, nous devons être au centre droit. Alors à l'UMP, certains sont circonspects. Roger Carucci tweet, je cite, beaucoup de centristes restent à l'UMP. J'espère que la création de l'alternative élargira l'opposition à gauche et ne l'affadira pas. Valérie Debord, quant à elle, flingue Bayrou. Borloo a fait le choix clair de Sarkozy en 2012. Bayrou, lui, a choisi Hollande et a une part de responsabilité dans la situation du pays. Ambiance. Alors ça, c'est pour les petits commentaires politiques. Sur Twitter, j'imagine que ce mariage a aussi donné lieu à quelques blagues. Alors, je vais vous épargner quand même l'ensemble des blagues potaches qu'il y a eu sur Twitter et les réseaux sociaux. De nombreux tweetos, notamment à gauche, ont plaisanté sur la contraction entre Borloo et Bayrou, qui aurait pu donner Balou, le célèbre ours du film de Disney, Le Livre de la Jungle, et le journaliste Paul Laroutourou de reprendre la chanson « Il en faut peu pour être heureux ». Enfin, cadeau de mariage de Guillaume Tessé, qui a l'habitude de croiser les visages des politiques. On voit cette photo, un photomontage de François et de Jean-Louis avec tous ses vœux de bonheur, Perrine. Merci Caroline, que vous inspire ce photomontage, Robert Rochefort. Écoutez, en tout cas, l'ensemble de ce que vous avez résumé me paraît plutôt sympathique, amusant. Il faut aussi avoir un peu de sens de l'humour. Et oui, et en tout cas encourageant. Et en tout cas, oui, nous faisons l'événement. Nous sommes l'événement politique de cet automne. Et je crois que c'est très important, ça. Merci Robert Rochefort d'avoir été notre invité politique ce soir. Merci Caroline d'être venue sur le plateau pour commenter les réseaux, pour nous dire un peu ce que les réseaux sociaux avaient pensé de ce mariage aujourd'hui. Les corps des journalistes de RFI tués au Mali rapatriés en France ce matin. Les dépouilles ont été accueillies à l'aube sur le tarmac de l'aéroport de Roissy par François Hollande et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Sur place au Mali, la traque de ceux qui les ont enlevés et abattus s'intensifie avec l'arrivée d'enquêteurs et de renforts militaires français dans le nord-est du pays. Et puis, des syndicats de journalistes demandent une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de leurs confrères de RFI. Ils ont remis une lettre en ce sens aujourd'hui au président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Mais pour le président du Sénat, si ce crime ne doit pas rester impuni, il y a quand même un problème juridique. On écoute Jean-Pierre Bel. Vous savez qu'il y a plusieurs démarches qui sont en cours. Il y a notamment une instruction judiciaire. Et à partir de là, ça rend l'intervention du Parlement plus compliquée, puisqu'il ne peut pas y avoir de commission d'enquête qui se surajoute à une instruction qui aurait démarré. Donc il s'agit de regarder les choses concrètement. Le Parlement peut jouer un rôle différent, sous une autre forme, ou peut-être, lorsque cette instruction judiciaire aura suivi un certain cours, peut-être pouvons-nous intervenir. Il faudra regarder de plus près. Donc c'est pas du tout, bien sûr, une fin de non-recevoir sur le principe, c'est simplement d'être en accord avec un certain nombre de principes qui guident la relation entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Et puis pour tout ce qui vous a échappé ce soir dans le reste de l'actualité, je vous propose de regarder ce résumé en images. Il est réalisé aujourd'hui par Agathe Pécastin.
C'est la fin de la récession en Europe, mais pas de reprise significative. Les dernières prévisions de la Commission européenne pour l'année à venir annoncent une croissance de 1,1%, mais la reprise sera faible, plus faible que prévu, 0,6% pour 2014. Bruxelles se montre donc moins optimiste qu'il y a quelques mois. En cause, les exportations de la zone euro ont été surestimées. Nouvelle manifestation des lycéens dans plusieurs villes de France. Le soutien à Leonarda se poursuit mais s'essouffle. À Paris, quelques centaines de jeunes ont répondu à l'appel des syndicats étudiants. Avant les vacances de la Toussaint, ils étaient plusieurs milliers. Après 2 semaines de vacances et alors qu'aujourd'hui il pleut, on voit qu'il y a quand même des lycéens qui sont mobilisés. Et en plus, on sait qu'il y a des lycées qui se sont bougés à Lyon, au Mans. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, avait appelé au calme. Un appel entendu par les manifestants, aucun débordement n'est à déplorer. Prochaine mobilisation jeudi prochain. C'est une candidate dans la tourmente. Nathalie Kosciusko-Morizet a présenté son programme pour les municipales de Paris. NKM ne laisse rien paraître et pourtant les critiques fusent. L'ex-ministre de l'écologie est critiqué dans son propre camp pour la signature du contrat Ecomove et les récents sondages n'arrangent rien. Elle serait battue par la socialiste Karine Petit dans le 14e arrondissement, obtenant 45% des intentions de voix. Un arrondissement clé dans la bataille pour la mairie de Paris. La course à la mairie de New York n'est pas terminée, mais tous murmurent le nom du vainqueur, Bill de Blasio. Le candidat démocrate devrait l'emporter face à son adversaire républicain Joe Lhota. Après 24 ans d'absence, le retour des démocrates à la Big Apple met fin à l'ère du milliardaire Michael Bloomberg. Le dessin du jour est signé Christian Larivière pour Agoravox. L'illustrateur ironise sur l'absence de Jean-Luc Mélenchon dans le cortège des bonnets rouges. Le débat du 22h ce soir maintenant, consacré à la prostitution, alors que le gouvernement souhaite aller vers une pénalisation des clients. La polémique a été relancée la semaine dernière par la publication d'un manifeste des 343 salauds, 343 hommes qui refusent cette pénalisation des clients de prostituées avec ce slogan « Touche pas à ma pute ». On retourne sur cette polémique avec Flora Sauvage. Touche pas à ma pute, c'est le titre du manifeste des 343 salauds publié dans le magazine Causeur. Parmi les signataires qui défendent les clients des prostituées, il y a l'écrivain Frédéric Becbédé ou l'éditorialiste Éric Zemmour. Pour eux, chacun a le droit de vendre librement ses charmes et même d'aimer ça. On a dit, voilà, vous voudrez pénaliser les clients, donc on déclare nous sommes tous clients. C'était ça la démarche. Au syndicat des travailleurs sexuels, le manifeste a fait un tollé. Je pense que c'est vraiment contre-productif, que c'est des personnes qui sont soit ouvertement réactionnaires ou qui en tout cas ne sont pas dans une approche féministe ou des droits des travailleurs du sexe. Ça, c'est les affiches qu'on fait pour des manifs. Si la polémique enfle depuis plusieurs semaines, c'est qu'une proposition de loi socialiste vise à pénaliser les clients des prostituées. Pour la ministre des Droits des Femmes, les personnes qui se prostituent sont pour la plupart des victimes de réseaux. 90% aujourd'hui des personnes en situation de prostitution sont des victimes de la traite, des réseaux, de l'exploitation sexuelle. Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur cette situation en se disant que c'est une fatalité, que comme certains le disent, la prostitution serait le plus vieux métier du monde ? Ou est-ce que, au contraire, le progrès, c'est pas justement de construire une société avec un cadre dans laquelle on dit ce qui n'est pas tolérable, ce qui n'est pas admissible? La proposition de loi prévoit de sanctionner les clients des prostituées par une amende de 1 500 € et de supprimer le délit de racolage public. Une proposition qui va dans le bon sens pour les associations féministes. En pénalisant le client, on va en fait agir sur la demande qui entretient l'offre et donc en fait inverser également la charge pénale, puisqu'actuellement en France, depuis une loi de 2003, avec le racolage passif, ce sont les prostituées qui sont vraiment en danger. Mais pour les opposants à la pénalisation des clients, la proposition de loi se trompe de cible en oubliant au passage les proxénètes. Attention. Et voilà, pour débattre de la prostitution, 3 invités avec nous ce soir sur le plateau du 22h. D'abord Esther Benbassa, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice du groupe Europe Écologie Les Verts. Demain, vous tenez une conférence de presse, débat au Sénat, justement contre la pénalisation. Vous vous différenciez de la position du gouvernement. Vous allez nous expliquer pourquoi. Sur ce plateau, avec nous également Yvan Rioufol, bonsoir, éditorialiste au Figaro. Vous êtes un des signataires du manifeste des 343 salauds. Vous
vous allez vous l'assumer, j'espère bien, et vous allez nous dire pourquoi. Et puis Grégoire Théry, bonsoir, secrétaire général de l'association Le Mouvement du Nid, ou le Nid, plus connu sous le nom du Nid. Vous avez été choqué par ce manifeste des 343 salauds, pourquoi ? Pas tellement choqué en fait, parce que c'est révélateur de ce qu'est la prostitution aujourd'hui. La prostitution, c'est le droit des hommes à imposer un acte sexuel par l'argent, c'est l'impunité de ceux qui n'ont pas de scrupules à exploiter la précarité, la vulnérabilité des femmes ou d'autres hommes ou de trans ou d'enfants pour leur imposer un acte sexuel par la contrainte. Donc moi, là où je suis choqué, évidemment, c'est la référence aux 343 salopes qui se battaient pour disposer de leur corps. Le manifeste de 1971. Alors que là, ce sont des hommes. Là, ce sont des hommes qui se battent pour disposer du corps des autres et pouvoir continuer de le faire. Et je suis choqué, évidemment, aussi par le touche pas à ma pute, parce que c'est le touche pas à ma pute, le droit à sa pute, c'est effectivement ce qu'on dit. C'est l'impunité des hommes qui, dans le droit de cuissage, le viol, le harcèlement sexuel ou parfois le mariage, ont toujours eu dans l'histoire patriarcale le droit de disposer librement du corps des femmes. Et là, ils disent qu'il faut que ça continue. Alors, sans aller jusqu'au viol, Yvan Rieufol, vous avez signé donc ce manifeste. C'est le droit de disposer du corps des femmes ? Non. Excusez-moi, excusez ma voix, je vous avais prévenu que oui, j'aurais eu des difficultés à parler. Très bien, oui. Bien sûr que non. D'abord, je ne suis pas client moi-même, et je pense que beaucoup de signataires ne sont pas clients. Donc, s'ils ils ont signé un texte, d'abord qui a été écrit par une femme, Elisabeth Lévy. Donc, ce n'est pas un texte de macho. C'est un texte qui est fait pour dire que nous refusons cette société liberticide, cette société moralisatrice, dans le fond, qui est une société un peu de chaisière de ceux qui veulent faire la morale et qui ne voient pas quel est le problème posé à vouloir pénaliser des hommes qui ne sont pas, au bout du compte, spécifiquement des salauds. Il faut donc réfléchir d'abord à cette dialectique que l'on veut enclencher, qui est de dire que l'homme en lui-même est un délinquant en puissance. Je pense que c'est un peu court comme réflexion, et nous invitons à travers cette pétition, encore une fois je ne l'ai pas rédigée, c'est une pétition écrite par une femme, nous invitons à réfléchir davantage à comment les réseaux de proxénètes, comment les réseaux d'exploitation des femmes peuvent être démantelés par des opérations de police plus efficaces, plus efficientes, plutôt que de s'en prendre, encore une fois, à des clients qui, dans le fond, n'ont rien à voir avec ceci. Et on invite également à penser, bien que beaucoup d'entre nous ne sont pas clients de ceci, que ces prostitutions répondent à des détresses humaines, à des détresses affectives, et qu'il faut aussi avoir cette opinion-là. Mais encore une fois, ce n'est pas une caution de ce qu'est bien sûr l'exploitation de la femme par l'homme et du désir inassouvi de l'homme à vouloir exploiter la femme. Ce serait naturellement une horreur pour nous-mêmes et pour moi. Esther Benbassa, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes contre ce projet de loi du gouvernement de pénalisation des clients de prostituées. Pour quelle raison? Oui, d'abord, je me suis battue avec la ministre Vallaud-Belkacem pour pouvoir passer ma proposition de loi sur l'abrogation du délit de racolage. Et cette loi qui va être bientôt débattue contient l'abrogation du délit de racolage et en même temps la pénalisation des clients. Excusez-moi, mais enfin, je sais pas, je vois ce paradoxe, je suis étonnée. Alors, on va pénaliser d'un côté, mais on va laisser le racolage. Donc, c'est la pure hypocrisie de cette société. Et ensuite, vous me laissez terminer. Ensuite, la précarisation, des prostituées. Moi, c'est pas les clients. Enfin, c'est pas mon problème. Les clients, vous savez, se manifestent à un côté un peu comme ça, paternaliste, etc. Bon, mais je ne vais pas parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les prostituées, leur précarisation, parce qu'on va revenir à la période de ce délit de racolage où ces femmes étaient précarisées au point de vue santé, elles travaillaient dans la clandestinité, elles étaient sujettes aux violences. Et ensuite, je veux dire qu'il y a 3 rapports qui sont sortis au Sénat. Au Sénat et à l'Assemblée, récemment, sur la prostitution. On a d'abord... celui de Chantal Joanneau sur l'insertion sociale et on des a prostituées. Très peu celui de Godefroy, celui de Madame Maud Olivier qui est un peu un copier-coller du rapport de Godefroy. Mais ce qui étonne, c'est que tous les 3 rapports disent d'abord
nous n'avons pas de travaux objectifs scientifiques qui nous donnent des données valables. On ne connaît pas le nombre de prostituées. Et dernièrement, j'ajouterais que en plus, on a auditionné très peu de prostituées parce qu'elles sont considérées comme mineures. Et c'est nous qui allons décider à leur place de ce qu'elles doivent faire de leur corps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Grégoire Théry, vous, avec l'association Le Nid, vous êtes sur le terrain, vous venez en aide, vous accompagnez les prostituées. Donc, est-ce qu'il faut pénaliser les clients? Est-ce qu'il faut supprimer le délit de racolage passif? Je viens de voir à l'instant une déclaration de Ségolène Royal. Elle se dit farouchement, radicalement hostile à cette suppression du délit de racolage passif. Écoutez, là, ça complique encore le sujet. Je crois que l'abrogation de l'hydracolage, on est tous d'accord qu'il faut, le faire, il faut abroger. D'abord parce que on a pénalisé, pas depuis seulement 2003-2001, depuis 1939, la France punit les victimes au lieu de les soutenir. Je vous rappelle qu'entre 1946 et 1958, le racolage était plus lourdement condamné que le proxénétisme. Donc ça veut dire que c'est vraiment sur les personnes prostituées qu'on fait. Alors, le sujet, c'est la précarité. Et sur ça, je suis d'accord avec Mme Benbassa. Donc mon association, elle rencontre et elle accompagne des personnes prostituées, 5000 par an. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire sur la question de la précarité? Et là, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des propositions dans la proposition de loi, mais qu'elles sont largement insuffisantes. Ce qu'on peut faire d'abord... Comme par exemple, si vous voulez. Alors, une première proposition. Jusqu'à aujourd'hui, les personnes prostituées étrangères, elles n'avaient le droit à une protection que si elles dénonçaient leur réseau de proxénétisme. Donc la proposition de loi... le faisait jamais. Si, elles le faisaient, mais pas souvent, parce qu'elles ont peur des représailles, parce que la France veut qu'elles dénoncent, mais n'est pas capable de protéger leur famille au pays. Donc là, la proposition de loi, elle dit... On va octroyer un titre de séjour aux personnes, même si elles ne peuvent pas dénoncer leur réseau. 3 mois. Elle dit, 6 mois, mais elle dit, et c'est insuffisant, et on est d'accord, mais elle dit, mais ça va rester à la discrétion du préfet. C'est pas la France va protéger, c'est la France peut protéger. Donc première chose, accéder à un titre de séjour, parce que sinon on ne peut pas l'arranger. Deuxièmement, la question de l'indemnisation des victimes et de la réparation du préjudice. Aujourd'hui, c'est très difficile, dans les procès pour proxénétisme, d'obtenir une réparation intégrale du préjudice physique, psychologique. Là, il y a une proposition concrète, mais qui n'a pas les faveurs de tous les ministères, puisque on vous avait parlé tout à l'heure d'un projet de loi, je suis désolé, mais c'est une proposition de loi, justement, et on va voir que le débat ne sera pas facile avec le gouvernement. Il y a une proposition très concrète qui propose de dire que le proxénétisme rentre dans la liste des crimes les plus graves, ouvrant le droit à une indemnité. Ça paraît technique, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est d'accord. Ça veut dire que, bien sûr, mais tous nous sommes. Donc ça veut dire quoi? Donc voilà, donc on demande les mesures. Ça veut dire que les personnes pourront accéder à cette indemnisation. La troisième chose, c'est qu'il faut des alternatives pour les personnes qui veulent s'en sortir. On a dit qu'on n'a pas les chiffres. Et je suis d'accord, moi je donne pas de chiffres parce qu'on n'en a pas. Les seuls que je donne, c'est ceux de mon association. Nous, on est présents dans 32 départements. On rencontre 5000 personnes. Jusqu'en 96, c'était très largement des Françaises. Depuis 96 et jusqu'à 2005, c'est très largement des étrangères. Ces personnes, ce qu'elles demandent d'abord, c'est un soutien, de ne pas être stigmatisées, que leurs plaintes soient entendues dans les commissariats, qu'elles ne soient pas expulsées au lieu d'être soutenues. Valls va régulariser leur papier. Je ne suis pas Monsieur Valls et c'est pour ça que justement sur la proposition de loi, on demande à ce qu'elle soit renforcée. Vous allez certainement interpeller Manuel Vous êtes sénatrice, Valls donc je vous en prie, sur ce point. On vous fait... Donc en fait, vous êtes tous plus ou moins d'accord. Ça ne sert à rien de pénaliser les clients de prostituées. Sauf vous, voilà, sauf vous. Sauf monsieur. Yvan Rieufol et après je vous donne la parole. Ce que je voudrais tout de même souligner à travers cette pétition qui a fait effectivement beaucoup de buzz à cause naturellement de la véhémence de ces slogans, qui en fait ne faisaient que reprendre, que détourner de ce qui n'est pas une institution inviolable que sont le féminisme ou l'antiracisme. Dans le fond, il y a une sorte d'intégrisme qui s'est manifesté à travers ceci qui est parfaitement détestable. Ce qui moi, m'a choqué terriblement, c'est la violence des réactions, la haine, l'intolérance. Non, c'était pas bêtement provocateur, c'était provocateur, c'est pourquoi vous dites-vous bêtement. Et il y avait cette sorte d'intolérance, ce fanatisme que l'on connaissait jadis simplement dans certains intégrismes, qui aujourd'hui se sont retrouvés dans ces intégrismes féministes ou ces intégrismes du militantisme antiraciste, qui devraient aussi nous interpeller, car en fait le droit au blasphème n'existe pas ni pour les uns ni pour les autres, et il était également normal dans une société qui voudrait ne pas trop se prendre au sérieux, et ce texte ne se prenait pas au sérieux sur la forme. Il aurait été normal, aurait été normal, en tout cas, que l'on accepte cette forme pour s'interroger sur le fond. Or, on n'a pas accepté la forme et on n'accepte pas le fond. Et sur le fond, c'est beaucoup plus grave encore. Mais vous êtes des hommes de communication, tous. Non, mais d'abord, je communique très mal parce que je viens vers vous avec une voix qui ne porte pas. Donc vous doutiez bien que vous alliez vous attirer. Mais encore une fois, moi je suis un signataire passif quand vous signez
signer une pétition, vous ne l'écrivez pas. Je me répète là-dessus. Mais je l'assume. Il l'a dit tout à fait. Non seulement je l'assume, mais je l'assume avec une voix qui ne porte pas. Donc le problème. Mais on vous entend bien. Le problème n'est pas là. Le problème est de mettre en valeur ce que cette pétition a mis en valeur aujourd'hui, c'est l'impossibilité dans la société française d'aujourd'hui de débattre de sujets de société, sujets sociétaux qui portent sur la liberté elle-même, sur la liberté fondamentale. Or ici, c'est une atteinte, me semble-t-il, à la liberté des uns et des autres de disposer librement de leur corps comme ils l'entendent, en effet, comme le faisaient naturellement les féministes de 70, qui avaient beaucoup plus d'humour que les féministes d'aujourd'hui. Alors, point de vue que ne partage pas du tout Grégoire Terry. Je suis le seul sur ce plateau à être favorable à la pénalisation des clients. 3 raisons. Pourquoi ? La première, c'est un principe qu'on assume. Aujourd'hui, on ne peut plus imposer un acte sexuel par la contrainte physique ou psychologique, c'est le viol. On ne peut plus l'imposer par l'abus d'une situation d'autorité, l'employeur sur la salariée, c'est le harcèlement sexuel adulte sur l'enfant. On ne doit plus pouvoir l'imposer par l'exploitation de la précarité et de la vulnérabilité. Et si excusez-moi, laissez-moi finir, je vous ai pas interrompu. Deuxième raison importante pour la pénalisation des clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui tentent d'imposer un acte sexuel sans préservatif, qui tentent d'imposer un acte sexuel que la personne prostituée refuse, etc. Et ça se passe où? Ça se passe pas spécialement sur Internet dans la rue, ça se passe dans le huis clos, ça se passe dans la voiture, dans la chambre d'hôtel. Quand demain les clients seront pénalisés pour le simple fait de solliciter un acte sexuel, alors soit ils respecteront les conditions posées par la personne et elle ne les dénoncera pas, et la prostitution perdurera, c'est vrai, soit ils ne respecteront pas ces conditions, et là il y a un petit peu seulement, mais il y a un petit peu du rapport de force qui est renversé. Et donc on renforce cette position de négociation. Et dernier argument qui est quand même très important, les proxénètes, c'est pas des méchants pour être méchants, c'est des méchants pour l'argent. Et donc quand on attaque le gagne-pain des proxénètes, c'est-à-dire la demande, on fait en sorte que la France soit moins rentable, et du coup les réseaux internationaux peuvent se détourner du territoire. Si ça marche justement, mais si justement. Ça ne marche pas. Et vous avez des exemples où en Allemagne, par exemple, qui pourraient vous inspirer davantage, me semble-t-il. Parce qu'il y a aussi une grande hypocrisie à vouloir tolérer, dans le fond, la prostitution et à vouloir sanctionner ceux qui s'y adonnent ou ceux qui s'y prêtent. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on revient sur le débat du 19e siècle entre prohibitionnistes et réglementariste. Écoutez, monsieur, je suis historienne, laissez-moi au moins ce privilège. Voilà. Alors, bon. On revient sur ce sujet, c'était les dames patronnesses qui allaient sauver les filles du mauvais chemin, pour les sortir du mauvais chemin. Maintenant, ce sont d'autres dames patronnesses, dont votre association liée, fondée par un prêtre. En 1937. Donc, passons. Il y a un rôle quand même sur le terrain assez important. Oui, mais il y a d'autres associations dont on ne parle pas, le BUS, etc. Si, on en parle souvent voilà, aussi. Elles jouent un rôle très important. Avec qui on travaille. Très bien, c'est formidable. Moi, vous savez, je suis pour un combat. Pour conclure, Esther Benbassa, oui, pour un combat contre le proxénétisme et la traite des humains, mais je suis aussi pour la liberté de disposer de son corps. J'ai accompagné la ministre en Suède. Le modèle suédois est bien commercialisé. C'est un échec. 82% des hommes ont avoué avoir de la colère contre la pénalisation des clients. Les filles, elles sont sur ce qu'on appelle les bordels flottants sur la mer, dans des territoires extraterritoriaux, dans des endroits qui ne relèvent pas de la loi. Et elles sont sur Internet. Qu'est-ce qu'on a gagné? Elles sont autant précarisées que s'il y avait l'abolition de la... On arrive au terme du débat, de la prostitution. Voilà, il faut quand même dire... s'interroger aussi sur ce qu'est devenu cette gauche maintenant qui a rejoint toutes les ligues de vertu et tout le puritanisme qui était très éloigné de ce qu'était la gauche jusqu'alors. Et c'est le grand paradoxe aujourd'hui de voir cette inversion des valeurs, de voir que ce sont en tout cas non pas des gens de droite, mais en tout cas des gens beaucoup plus libérés que ne le sont aujourd'hui ces gens d'étriquettes de gauche qui veulent pénaliser à tout prix et qui veulent, au nom de la morale, porter atteinte aux libertés. Merci à tous les trois d'être venus. On voit que le débat est ouvert. On suivra votre conférence de presse demain au Sénat, Esther Benbassa. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre sur Public Sénat, Preuve par 3, l'émission politique hebdomadaire en partenariat avec l'AFP. Notre invité ce soir, le ministre Stéphane Le Foll.